Je reviens à Céline Sciamma. Visiblement, il y a quelque chose qui la travaille, elle aussi. C'est son deuxième long. Je ne sais pas ce qu'elle prépare, donc Tomboy. Je ne sais pas ce qu'elle prépare là maintenant. Mais elle avait déjà mis en scène des enfants dans son premier long métrage, La naissance des pieuvres, et dans un univers totalement clos, ce qui était tout à fait réussi d'ailleurs, c'est-à-dire que c'était que des enfants. On se demandait même où étaient passés les adultes. Là, dans Tomboy, il y a quand même clairement la présence des parents et qui sont référents et qui ont leur place. Au passage, évidemment qu'il y a clairement une distinction entre le personnage de la mère et le personnage du père. Ils réagissent pas du tout de la même façon face à cette petite fille qui veut être un garçon. Voilà, c'est certainement autour de la mère que là quelque chose se joue. Alors on va voir l'extrait de Tomboy, où là, la rentrée approche et la mère prend les rênes, si je puis dire, et elle met fin au malentendu et au quiproquo. Il faut que Michael redevienne Laure. On rentre pas? Non. On va où? On va chez ta copine Lisa. Non! On sait quoi ton plan exactement? Tu vas te faire passer pour un garçon toute l'année? L'école c'est dans 2 semaines, on n'a pas le choix alors, maintenant faut le dire. Écoute, je fais pas ça pour te faire du mal ou pour te donner une leçon. Je suis obligée, tu comprends? Ça me dérange pas que tu joues au garçon. Ça me fait même pas de la peine. Et ça peut pas continuer. Si t'as une idée, dis-moi, parce que moi, je vois pas. T'as une solution? Je vais enchaîner tout de suite sans montrer d'extrait, sur le deuxième film que vous avez vu hier et dont vous allez largement parler, donc qui est le Looking for Eric de Ken Loach. Là, je suis toujours donc dans ma première catégorie de films qui est révolte de l'intime, mais où déjà la société commence à pointer le bout de son nez et à émerger. C'est-à-dire que ça commence par le personnage principal, hein, qui est le beau-père. En fait, c'est à lui, c'est de son point de vue qu'on voit le film se dérouler, qui est confronté à ces deux grands ados. Alors là aussi, hein, ados, adolescents, adultes, déjà un peu adultes, en tout cas beaucoup plus vieux évidemment que la petite fille qu'on vient de voir. Qui sont, alors eux, en pleine crise, mais qui peut devenir grave, c'est-à-dire qu'ils se mettent en danger, ils sont hors la loi, on voit qu'ils vont plus à l'école, qu'en plus il a caché, enfin il est un des deux est dans un trafic où il est question d'armes, de meurtres, enfin des choses très graves. Et la crise de ces deux adolescents, qui sont pas ses fils, qui sont ses beaux-fils, mais qui vivent sous son toit, vont pousser, je dis le père, hein, enfin en tout cas le beau-père, à se déterminer et à assumer sa place. Alors, c'est-à-dire que pour un peu rétablir de l'ordre dans sa vie où tout fout le camp, les ados qui sont sous son toit sont dans le même ordre totalement, j'allais dire, enfin passez-moi le mot déconnant, enfin comme tout dysfonctionne. Et eux encore plus. Et ça, c'est aussi une des fonctions des adolescents et des enfants d'ailleurs, c'est mal aller pour montrer que ça dysfonctionne ailleurs aussi. Et là, clairement,
leur crise à eux, le fait de se révolter contre la loi, donc en étant hors la loi, l'école. Là, on est en plein dans ce qui est un des trois axes, là, hein, le père, les interdits. Ils vont le pousser à lui, à assumer sa place de père et à reprendre un peu les rênes dans cette famille. Bon, je passe un peu vite sur ce film, vous l'étudierez largement cet après-midi, je pense. Alors là, je vais faire un bond énorme, à la fois dans l'année de production, parce que le film date de 1997. C'est un film du comédien Danny DeVito, et le film s'appelle Mathilda. Alors j'avais envie de vous montrer, alors c'est totalement un autre genre cinématographique, de vous montrer ce film, parce qu'esthétiquement, il est totalement différent de tout ce que je vais montrer, et c'est adapté de Roald Dahl, qui est un des écrivains fameux de littérature pour les jeunes, que entre autres Tim Burton a adapté également. Alors là, la révolte de la petite Mathilda, on la voit grandir, on la voit à la naissance jusqu'à ce qu'elle devienne préadolescente. Là, on la prend à l'âge de 10 ans à peu près. C'est comment cette petite fille qui est surdouée, qui a appris à lire très vite, qui adore l'école, mais qui est née dans un milieu, vous allez le voir, ça se passe de commentaires, pour le moins inculte, en tout cas pas du tout intéressé, ni le père, ni la mère, ni le frère, par ces questions d'éducation, d'apprentissage, de s'élever par un savoir. Eux, ils sont, alors de façon assez caricaturale, mais voilà, c'est le ton du film, ils sont intéressés par le business, faire de l'argent, elle, tout ce qui est question esthétique, etc. Et le frère aîné est dans cette droite mouvance. Là, la révolte de Mathilda, elle sera, j'ai envie de dire, contre un certain déterminisme social. Comment, grâce à l'école, donc là, c'est pris à revers de Looking for Eric. Grâce à l'école et à une rencontre, alors là, on est en plein dans des thèmes qui font partie de votre quotidien. Grâce à une rencontre avec une institutrice en laquelle Mathilda s'identifie, enfin se projette de façon positive. Elle a envie d'apprendre grâce à elle, de lui faire plaisir, donc du coup d'être bonne élève. Elle va sortir de son milieu. Et alors là, paradoxalement, c'est en devenant une bonne élève qu'elle va s'opposer à ses enfants, à ses parents, pardon. Donc on va voir un extrait. Voilà, c'est être en révolte contre ses parents, un peu avec un monde à l'envers, mais c'est un film intéressant justement sur l'apprentissage et la nécessité de la transmission et de l'acquisition d'un savoir pour trouver sa place dans le monde. On va passer, alors là encore, énorme grand écart, au troisième film que vous avez vu, que vous allez étudier avec vos élèves tout le long de l'année, qui est Zéro de conduite. Alors, je dois dire un mot, on vous le présentera largement aussi au cours de ces journées. Zéro de conduite de Jean Vigo, c'est un film culte. Vigo lui-même est un cinéaste qui est mort très jeune, donc qui a fait très peu de films, mais qui, dans cette filmographie très courte, a une place tout à fait singulière dans le cinéma français, et particulièrement Zéro de conduite. C'est le film incontournable quand on parle de l'enfance au cinéma. Alors, on va voir un extrait dit du dortoir, hein, enfin qui a dû vous frapper hier, à plus d'un titre. Alors pourquoi Vigo est resté un film de 1933 qui n'est sorti qu'en 1947, mais donc plus de 50 ans après? Zéro de conduite est un passage quasi obligatoire pour les élèves et les enseignants qui étudient l'enfance, l'adolescence et l'adolescence au cinéma. Il y a quelque chose, en 1933, on n'est évidemment pas du tout au temps de la modernité au cinéma, hein, de la nouvelle vague, modernité au cinéma, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, 20 ans plus tôt, donc en 1933, Vigo fait ce film
d'une modernité. Alors souvent on dit que c'est poétique, moi j'accentuerais plutôt sur le fait, certes il y a de la poésie dans le film, mais bon c'est un peu, là encore, un miège d'épinal, l'histoire de la poésie. C'est surtout d'une grande modernité, à la fois du point de vue de la narration, avec un récit décousu, un peu éclaté, qui vous a peut-être dérouté, et qui déroutera peut-être vos élèves, mais en tout cas qui est précurseur clairement de ce que va devenir, de ce que va annoncer le néoréalisme, la nouvelle vague, enfin tout le courant. Donc un récit comme ça, un peu patchwork, où on n'est pas dans les règles du cinéma classique. Le filmage accompagne ça aussi. Il y a une espèce de légèreté et de grande liberté dans ce qu'a tourné Vigo. Pour moi, c'est un film réalisé sur les enfants par un enfant. Vigo, il est là aussi clairement à égalité avec les ados qu'il filme. Hein, il ne se sent pas supérieur, il est avec eux, il les accompagne et il a quasi le même âge qu'eux, enfin en tout cas. Ils se sentent de leur côté, clairement. Alors, il y a aussi des petits clins d'œil que vous avez peut-être repérés dans le film, clin d'œil à Chaplin, hein, avec le comédien d'Asté, qui fait la démarche si singulière de Charlot. Et ça annonce aussi le personnage de Monsieur Hulot, que vous avez sans doute vu avec les films de Tati. Alors, il y a aussi, j'ai dit qu'il était réalisé en 1933, qu'il est sorti qu'en 1947. Vous le savez peut-être, et je pense qu'on y reviendrait avec c'est Gabaston qui intervient sur Vigo, c'est ça? Ouais. Ah bon, pardon. Enfin, en tout cas, sur la conférence que vous allez voir. Moi, j'ai choisi l'extrait du dortoir parce que, pour ce que je vous ai dit, pour cette grande modernité de filmage, et puis pour un point, alors là aussi, sur lequel je ne vais pas m'appesantir, mais qui me semble important quand on parle néanmoins d'enfance, c'est qu'il a été censuré, le film, en fait. Hein. Il est sorti après, Vigo n'a pas connu le film sorti en salle, il est mort avant qu'il sorte. Le plan ne vous a pas échappé. Y a un plan là qui existe dans le film que jamais plus, surtout maintenant, donc j'en viens à la question de comment on filme les enfants, qu'est-ce qu'on montre des enfants, la question de la nudité, etc. Là, il y a un plan où la chemise de nuit, vous l'avez peut-être remarqué hier, se soulève et clairement on voit le sexe du petit garçon. Et ça paraît, mais inconcevable. D'ailleurs, à l'époque, ça avait été censuré, mais enfin, il est quand même sorti, on peut voir le film. Maintenant, c'est sûr que jamais plus un plan comme ça ne serait tourné dans un film. Hein. C'est autour de l'enfance, toutes les questions de pédophilie, etc. Il y a aussi un tabou qui s'est noué autour des histoires qu'on peut raconter avec des enfants. Donc, on va voir ce fameux extrait du dortoir.